C'est la vidéo qui a choqué les réseaux sociaux et le monde entier. Une jeune femme semble être jetée d'un pont abandonné au Brésil sans corde de sécurité lors d'un saut pendulaire qui a très mal tourné. Elle fait une chute de 40 mètres et meurt. Maintenant, 3 personnes ont été arrêtées et inculpées. Le gouvernement fédéral est également tenu pour responsable. Nous faisons appel à un avocat pénaliste brésilien pour déterminer si quelqu'un sera tenu responsable et pour demander comment une telle chose a-t-elle pu arriver. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Je suis sûr que vous avez vu cela sur vos réseaux sociaux, malheureusement. Cette vidéo horrible, vraiment horrible, du 13 juin montrant une femme jetée d'un pont abandonné à 40 mètres de hauteur jusqu'au sol. Et elle finit par mourir dans cet incident de saut à la corde qui a très mal tourné. Et maintenant, 3 personnes, apparemment 3 instructeurs, ont été arrêtés. Ils font face à des accusations criminelles. Voici l'histoire. C'est le cas de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, âgée de 21 ans, qui a trouvé la mort samedi au Ponte do Esqueleto. Il s'agit d'un pont à Limeira. C'est une ville située à plus de 145 km au nord de São Paulo, au Brésil. Ce pont, appelé Pont du Squelette, est hors service depuis près de 30 ans et appartenait à une ligne de chemin de fer. Quand vous regardez la vidéo, d'accord, elle semble porter un casque, un harnais, mais elle n'était attachée à aucun équipement de sécurité ni à aucune corde. Alors que les instructeurs, d'après les rapports, et peut-être qu'on peut le voir dans la vidéo, semblent bien être attachés à une corde de sécurité. Et si cela est vrai, ce sera un élément clé dans cette affaire judiciaire. Maria Eduarda aurait apparemment demandé à être lancée du pont dans cette position Superman comme dans un avion. Donc 2 instructeurs l'auraient soi-disant portée jusqu'à la plateforme de saut, puis l'auraient jetée par-dessus le bord. La vidéo qui circule est tout simplement horrible. On entendrait des gens en arrière-plan crier « la corde » ou « les gars, la corde ». Les vidéos publiées sur les réseaux sociaux par le groupe qui organiserait certains des sauts entre cordasses montrent ce qui était censé se passer. Des personnes en harnais, attachées à une corde, sont lancées ou solo du pont et se balancent. Un témoin présumé, Agora Adnez, a déclaré aux médias EPTV qu'il se trouvait sur le pont et qu'il a vu des gens paniquer après qu'ils aient lâché Maria Eduarda. Citation: « Il y avait beaucoup de monde là-bas, pas seulement quelques-uns. Il y avait beaucoup de gens sur le site, il y avait aussi des enfants et ils ont vu ce qui s'est passé. Certains des enfants n'avaient que 6 ans. C'était une scène très intense. Les gens ont paniqué. Certains qui étaient le plus en arrière ont pris leurs affaires et ont commencé à partir. » En fait, selon le média Thought Catalog, Adnez a déclaré que c'était censé être lui, et non Maria Eduarda, qui devait passer ensuite. Et je dois aussi le souligner, c'est tout simplement incroyablement triste. Avant que cela n'arrive, Maria Eduarda a publié sur son Instagram une photo d'elle sur le pont, écrivant en légende « Qui est la folle qui m'a laissé venir sauter d'un pont ?» Elle a aussi publié une photo d'un panneau près du pont avertissant des conditions dangereuses, signalant l'insécurité de la zone. Selon MSN, la police militaire brésilienne a déclaré que 2 suspects s'étaient enfuis dans une zone boisée lorsque la situation était devenue claire. Ils auraient été retrouvés par hélicoptère. Un autre suspect a aussi été arrêté. On parle donc de 3 personnes. Le média Uolanos rapporte que 2 des suspects ont également changé de vêtements. Selon Jeune Globo, ils ont été identifiés comme étant Luis Felipe Feliciano Egorov, âgé de 32 ans. Metropolis rapporte que, selon la police militaire, il est pompier civil. Il y a Vitor de Freitas Gonçalves, âgé de 27 ans. Metropolis rapporte que son permis de travail indique qu'il est opérateur touristique. Et puis il y a Macon Fernandez Sintra, âgé de 42 ans. Ce média indique à nouveau qu'il collabore avec une société de post-production cinématographique. Selon O Globo, il n'avait même pas d'explication sur la raison pour laquelle cette jeune femme n'était apparemment pas correctement attachée. Gian Globo a rapporté que les suspects semblaient également désorientés. Ils n'ont pas pu préciser à qui revenait la tâche d'attacher la corde, ni pourquoi aucun contrôle de sécurité n'avait apparemment été effectué auparavant. Très bien, rapidement, je sais que c'est un peu un virage à 180 degrés, mais pour tous ceux qui dirigent une entreprise, vous savez que ce n'est déjà pas facile. Pourquoi compliquer la tâche en faisant tout à la main ou en utilisant de nombreuses applications non connectées? C'est là qu'Odoo, notre sponsor, intervient. Odoo est une plateforme de gestion tout en un, avec des applications intégrées connectant toutes vos opérations
de la vente et de la comptabilité à la production et à l'expédition. Odoo peut générer automatiquement ses bons de commande et factures professionnels et élégants, ainsi que les factures du fournisseur. Et il peut automatiquement attribuer des équipes de vente et envoyer des mises à jour par email à chaque étape de la vente. Et même utiliser l'IA pour extraire des rapports qui vous aident dans votre prise de décision. Pour la production, leurs applications peuvent synchroniser les stocks avec la production en temps réel et les mises à jour des achats afin que vous ne soyez jamais à court de stock. Et lorsqu'il s'agit de comptabilité, tout cela est également entièrement automatisé. Odoo crée des factures, suit les dépenses et résume les données avec l'IA, vous faisant économiser des centaines d'heures. Vous savez ce qu'il y a de mieux? Vous pouvez choisir vos applications et créer des flux personnalisés pour adapter tout à vos besoins spécifiques. Faites passer votre entreprise au niveau supérieur en consultant gratuitement un expert Odoo dès aujourd'hui sur odoo.com/odoo.com sidebar. Maintenant, selon Bakshibashi Noticias, l'une des personnes arrêtées aurait déclaré à la police qu'il ne s'était pas rendu compte que Maria Eduarda n'avait pas été attachée et qu'il n'a compris ce qui s'était passé qu'en entendant les gens crier. Il affirme avoir quitté la plateforme, vu ce qui s'était passé, puis être descendu en rappel et avoir vu la police ainsi qu'un professionnel de santé prodiguant les premiers secours. C'est un autre aspect glaçant de cette histoire. Selon TMZ, une infirmière identifiée comme Reza Diaz, qui aurait tenté de sauver Maria Eduarda, a déclaré à la presse locale qu'elle était encore en vie après avoir touché le sol. Et nous avons vu d'autres rapports indiquant que Maria Eduarda a été déclarée morte sur les lieux, que son corps a été transporté à l'Institut médico-légal. C'est selon le Daily Mail. 6 personnes ont d'abord été détenues. Après interrogatoire, 3 ont été relâchées et les 3 autres que j'ai cités ont été inculpés. Maintenant, j'ai vu cela de 2 façons. J'ai vu qu'ils ont été inculpés d'homicide avec acceptation du risque mortel. 30 Iolanos rapporte que cela signifie qu'il n'y a pas d'intention directe de tuer, mais que le risque de mort est assumé. Donc je me demande, et nous allons en parler un peu plus tard, je me demande si c'est un peu comme lorsqu'on parle de meurtre au second degré dans certains cas où il y a une indifférence extrême à la vie humaine, ou bien d'homicide involontaire. C'est un mépris imprudent du risque évident et connu. J'en discuterai à nouveau avec un avocat brésilien que nous inviterons. Mais Jehan a précisé qu'ils sont inculpés pour homicide avec dol éventuel, ce qui offre une autre perspective. Il peut y avoir une variation de traduction. Il est possible qu'il y ait une certaine variation dans la traduction, mais ce seraient les 3 personnes qui apparaîtraient dans la vidéo selon les informations. Et Jehan rapporte cependant que les 3 hommes ont désormais été placés en détention préventive. Il semble que les hommes soient actuellement détenus, actuellement enfermés. Encore une fois, nous allons accueillir cet avocat brésilien qui va clarifier tout cela dans un instant. Pour être clair sur un point, je ne sais pas s'il y a eu une mauvaise interprétation à ce sujet, mais il ne s'agit pas de saut à l'élastique, d'accord? C'est du saut pendulaire. C'est différent. Le saut à l'élastique utilise des cordes élastiques qui provoquent un rebond vertical. Le saut pendulaire est un sport extrême qui utilise des cordes différentes, des cordes fixes, et cela crée un mouvement de balancier horizontal à la toute fin. Selon Trantuolanos seul, le saut à l'élastique dispose d'un protocole enregistré auprès de la BNT. Il s'agit de l'Association brésilienne de normes techniques. Il existe des exigences strictes concernant qui peut vendre ou acheter des cordes pour le saut à l'élastique. La déléguée Andrea Dantas-Leville a déclaré au Globo Outlet que l'entreprise qui exploitait ce saut pendulaire, je cite, n'avait même pas l'autorisation d'être là, et que cela était le résultat d'un défaut de vérification et de supervision lors de la mise en place de la corde pour le saut de Maria Eduarda. Jehan rapporte que dans la vidéo, les hommes qui la portent semblent porter des chemises arborant les marques entre Cordas et e-Evoy. Les autorités disent qu'il s'agit de groupes informels de sauteurs à la corde, sans entreprise officielle derrière. Selon Saut Catalogue, les billets pour cette expérience de saut à la corde coûtent entre 130 et 180 raies, soit environ 25 à 32 $. Il y avait même des dates futures prévues à des prix encore plus élevés. Et le jour où Maria Eduarda est décédée, on s'attendait à ce qu'environ une centaine de personnes sautent. Après les faits, Thought Catalog indique que les 2 organisations ont supprimé leurs comptes sur les réseaux sociaux. Un avocat des organisateurs a affirmé que le saut à la corde, bien que non réglementé comme le saut à l'élastique, n'est pas illégal ni interdit par la loi. Maintenant, les avocats des suspects ont déclaré aux médias Géone que ces personnes étaient très expérimentées et que c'était le seul décès de l'organisation depuis des années. Selon NBC News, un avocat de la défense a déclaré que les suspects sont sous le choc de ce qui s'est passé. Aussi, on parle beaucoup de la vidéo, n'est-ce pas? La vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Selon Trantuolanos, Maria Eduarda tenait apparemment aussi une caméra, mais elle n'a pas été retrouvée. Certains rapports indiquent qu'il s'agissait d'une caméra de type GoPro.
C'est intéressant quand on pense aux preuves qui pourraient s'y trouver. Selon Jeon, un témoin dit que les instructeurs n'avaient pas vérifié la sécurité correctement. Les rapports indiquent que la corde épaisse, qui devait être utilisée pour sécuriser Maria Eduarda, était emmêlée au sol. Et on peut d'ailleurs l'avoir posée là dans certaines parties de la vidéo. Une autre évolution juridique dans cette affaire mérite d'être évoquée. Selon Iolanos, la municipalité de Limera pourrait engager une action en justice contre le gouvernement fédéral pour négligence présumée dans l'entretien et le contrôle de l'accès au pont squelette. La municipalité affirme avoir déjà envoyé des lettres au gouvernement fédéral pour demander des inspections de sécurité du pont. Le maire Murilo Félix aurait déclaré que les risques liés à ce pont étaient déjà connus des autorités, que ce pont aurait un historique d'accidents, y compris un cycliste qui est tombé du pont et est décédé en 2024. L'an dernier, 2 autres personnes auraient été blessées. D'ailleurs, le maire a publié sur les réseaux sociaux, et selon un reportage de Fox, je cite, une jeune femme de seulement 21 ans a perdu la vie dans une tragédie qui n'aurait jamais dû se produire. Au-delà des excuses, il faut agir pour qu'aucune famille ne revive pareille douleur avant même d'aborder les aspects juridiques et l'enquête. Je voudrais juste prendre un moment pour parler de Maria Eduarda Rodriguez de Freitas. Elle vivait à Jandira, qui se trouve dans la région métropolitaine de São Paulo. Elle était récemment diplômée en éducation physique et gestion du sport. Elle était très passionnée par le fitness et l'activité physique. Elle était active sur les réseaux sociaux. Selon Faute Catalogue, elle avait également un fiancé qui serait tombé malade physiquement lorsqu'il a appris ce qui lui était arrivé. La famille, les amis, ils ont décrit cette perte immense en ligne. Un membre de la famille aurait publié sur Instagram. Jusqu'à présent, je n'y crois pas. Je t'aime tellement. Je ne t'oublierai jamais grâce à nos blagues. Je me souviendrai toujours de toi. Je t'aime, princesse. Un autre ami a publié sur Instagram que Maria Eduarda était, je cite, une belle jeune femme pleine de rêves et maintenant de projets interrompus. La mère de Maria Eduarda a aussi publié une déclaration sur les réseaux sociaux, selon NBC News. Selon les médias locaux, ma fille adorée aujourd'hui plus que jamais, j'aurais voulu te serrer 1000 fois. Ton départ me fait si mal. Je t'aimerai toujours, ma princesse. Et merci infiniment d'avoir fait partie de ma vie pendant ces 21 années. Quel honneur ce fut de t'entendre m'appeler maman. Mon Dieu, merci pour ce privilège. Pano Pano Bianco Academia, le centre de remise en forme où Maria Eduarda avait enseigné et travaillé, a déclaré, je cite, aujourd'hui nous avons dit au revoir à une personne très spéciale, à notre famille Pano Pano Bianco Silverstone. Maria Eduardo a laissé son empreinte par le dévouement, l'affection, la joie et le respect avec lesquels elle traitait tous ceux qui l'entouraient. Ta présence illuminait l'environnement et ton souvenir restera à jamais dans nos cœurs. En ce moment de tristesse, nous prions et exprimons notre solidarité à la famille, aux amis et collègues, leur souhaitant force et réconfort face à cette perte. Puissent les bons souvenirs, les moments partagés et l'amour qu'elle a laissé être une source de paix et de réconfort. Repose en paix, Maria Eduarda. Ensuite, une publication a annoncé que la salle de sport suspendrait ses activités, je cite, par respect et deuil. Maria Eduarda aurait été enterrée dimanche. Très bien. Je souhaite donc inviter quelqu'un qui a une expertise juridique dans cette région. Nous sommes à nouveau rejoints par Adreli Barca, avocat pénaliste brésilien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'en parler. Tout d'abord, c'est une histoire dont tout le monde parle maintenant. Elle a circulé sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens ont vu la vidéo. Beaucoup de grands médias ici aux États-Unis en parlent. Combien de personnes en parlent dans votre région? Est-ce que c'est une histoire qui attire beaucoup d'attention au Brésil? Oui, tout le monde en parle. Non seulement à cause de l'accident, mais aussi des commentaires sur le corps de la victime après son décès. Donc on en a beaucoup parlé. Que veux-tu dire par les commentaires sur son corps? Il y a eu beaucoup de commentaires sexistes sur le fait qu'elle était une jeune fille et des gens disaient qu'ils voulaient voir son corps. Vraiment? C'est ce que les gens disent? Oui, beaucoup d'hommes en parlent. C'est horrible. C'est un aspect que je n'avais même pas compris. C'est un aspect dont je ne savais même pas qu'il existait. C'est dégoûtant, c'est troublant, c'est le moins qu'on puisse dire compte tenu de tout ce que sa famille et ses amis doivent maintenant affronter. C'est la suite. Oui, Mettons ça de côté un instant. Je ne connaissais pas le saut pendulaire. Est-elle courante au Brésil? oui, c'est très courant. C'est légal, non? Beaucoup le font. Avec les autorisations, c'est légal? Mais on en a déjà parlé. L'autorisation est un peu différente du saut à l'élastique, non? Est-ce que le saut à l'élastique est plus réglementé?
Non, en fait, ils sont tous les deux tout aussi peu réglementés. D'accord. Savez-vous si ces opérateurs, les personnes qui ont été arrêtées et inculpées, savez-vous s'ils avaient une licence ou une autorisation? J'ai vu des commentaires disant qu'ils n'étaient pas autorisés. Ils ne l'étaient pas. Ils n'avaient même pas de société officielle pour cela. Donc, est-ce illégal pour eux de faire ce qu'ils faisaient? Oui, complètement illégal. Savez-vous comment se fait-il qu'ils n'aient pas été arrêtés ou interpellés plus tôt si ce qu'ils faisaient était illégal? Comment est-il possible qu'ils puissent faire ou prétendument faire ce genre de choses? Vous savez, vendre des billets pour ça, c'est saut à la corde, et que les autorités ne soient pas intervenues. Ils auraient probablement été inculpés s'ils avaient été pris en train de faire ça, parce qu'ils n'avaient pas seulement pas d'entreprise, ils n'avaient pas d'autorisation non plus, mais l'endroit où cela s'est produit était déjà le théâtre d'accidents précédents de cela. Ils n'auraient donc jamais eu cette autorisation, quoi qu'il arrive. Oui, je vais parler du pont du squelette dans un instant. Je veux que tu me dises de quoi ils sont accusés. Alors, de quoi exactement ces trois personnes sont-elles accusées? Appelle-t-on cela un homicide avec malveillance implicite? Que signifie ce terme? Oui, ils sont accusés d'homicide. Cette affaire soulève un très vieux débat sur l'intention ou la faute, ce qu'on appelle dolus ou culpa. Ils sont initialement accusés d'homicide avec l'intention de tuer quelqu'un, ce qu'on appelle homicidio doloso. Donc, pour être clair, les procureurs doivent-ils prouver qu'ils avaient l'intention de tuer, ou bien qu'ils étaient tellement imprudents qu'ils savaient à quel point c'était risqué et qu'ils ont simplement été négligents? Ils ont ignoré les risques. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils doivent prouver au procès pour les condamner? Voilà ce qui se passe. Cette affaire a attiré beaucoup d'attention médiatique et quand cela arrive, parfois ces affaires sont traitées différemment de la façon dont elles le seraient dans d'autres cas. Par exemple, nous avons beaucoup d'autres affaires, des cas similaires d'accidents liés au sport. Et ceux-ci ont toujours été traités comme non intentionnels, comme de la négligence, comme de l'incompétence. Et dans cette affaire, à cause de l'attention médiatique, on l'a traité comme s'ils avaient intentionnellement voulu tuer ces personnes, ce qui, en tant qu'avocate, personnellement, je ne pense pas que ce soit le cas. Non, il semblait que c'était, je veux dire, d'après ce qui a été présenté dans les reportages, cela ressemble à un terrible, terrible accident. Mais il y a une vraie question. Comment se fait-il qu'il ne l'ait pas correctement attachée, n'est-ce pas? Je veux dire, il y a la question de savoir si elle semblait être attachée et que la corde n'était pas sur elle. Il y a eu une erreur qui a été commise et peut-être, encore une fois, cela pourrait être une forme d'homicide. Il pourrait y avoir une responsabilité pénale, mais j'ignore s'il y avait intention de tuer. Quelle différence entre leur accusation actuelle et un meurtre? Est-ce un meurtre? C'est ça? Ils ne sont pas accusés de meurtre, non? Non, en fait, ils le sont, mais ils ne devraient pas l'être. D'après ce que j'ai vu dans les reportages, il était dit que ce n'était pas un meurtre, mais qu'ils pouvaient être accusés de meurtre. Ont-ils été accusés de meurtre maintenant? Oui, oui, c'est pour cela qu'ils sont en prison en ce moment. Parce que lorsqu'il s'agit d'une affaire d'homicide, où il n'y a pas de faute, où il y a négligence, ce que vous appelez homicide involontaire, où nous parlons de la négligence, l'incompétence, le devoir de protéger, mais l'absence de protection. Ces cas-là ne sont pas passibles d'une peine de prison. On n'est pas emprisonné pour ce type de crime. Donc, quand on n'est pas emprisonné pour un certain type de crime, on ne peut pas être en détention préventive. C'est ce qui se passe en ce moment. Il y a 3 personnes en détention préventive à cause de ce crime. Et pour obtenir cette détention préventive, ils doivent d'abord les inculper d'homicide volontaire. Quelles conséquences risque-t-il en cas de condamnation? La prison à vie? Non. S'ils sont condamnés selon les chefs d'accusation pour lesquels ils sont actuellement poursuivis, la peine va de 6 à 20 ans de prison. Mais si cette affaire est traitée comme n'importe quel autre cas d'accident, même avec des conséquences aussi graves que celle-ci, la peine serait de 1 à 3 ans de détention. C'est pareil avec un régime semi-ouvert ou ouvert, ce qui signifie qu'ils ne sont pas incarcérés. Ils ne vont pas en prison. D'accord. Est-il possible qu'il soit jugé pour ces accusations et qu'un jury dise non? Il ne devrait pas être reconnu coupable de cela. Il devrait être reconnu coupable d'un crime moins grave.
Donc ici aux États-Unis, parfois quelqu'un qui est accusé de meurtre, un jury va le regarder et dire ce n'est pas un meurtre. Nous allons le déclarer coupable d'homicide involontaire, n'est-ce pas? C'est une accusation moins grave. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible au Brésil? Oui, D'accord, d'accord. Alors moi, qu'est-ce que tu envisages ici en termes de défense? Il y a 3 personnes différentes. Je me demande si l'une d'elles va dire que ce n'était pas sa responsabilité. C'était la responsabilité de cette personne. Dans la vidéo, tu vois, je crois qu'il n'y en a que 2 qui la portent ou qui l'auraient portée sur le rebord. Qu'est-ce que tu imagines être la défense pour chacun de ces 3 suspects? j'imagine que la défense va soutenir qu'il s'agit d'un cas de culpa, qu'il s'agit d'un cas d'homicide involontaire. Et pourquoi cela? Il y a une notion en doctrine pénale selon laquelle nous avons le dol éventuel et la culpa consciente, qui sont d'un côté. Vous avez l'intention, mais ce n'est pas exactement clair. Vous savez qu'il y a un risque et vous vous fichez que quelqu'un puisse mourir à cause de cela. Et dans la culpa consciente, vous avez une situation où vous savez qu'il y a un risque, mais vous espérez que cela n'arrivera pas. Dans votre conscience, vous êtes convaincu que vous faites de votre mieux pour éviter que cela n'arrive. Et voilà le problème. C'est très difficile à prouver devant un tribunal. Donc, lorsqu'il y a le moindre doute, le tribunal doit statuer en faveur de la défenderesse. C'est pourquoi je pense que cela va être considéré comme une proposition d'homicide, car il sera très difficile de prouver l'intention dans ce cas. Même s'il y a beaucoup de négligence dans cette affaire, avec de nombreux événements qui ont conduit à cet accident et où il aurait dû y avoir plus de responsabilités, le gouvernement aurait dû bloquer le pont. La police aurait dû surveiller ce qui se passe, sachant qu'il y a toujours un risque d'accident et que des gens vont là-bas pour sauter. Il devrait y avoir une certaine sécurité. Là-bas, les personnes qui voulaient faire ce saut auraient au moins dû demander une autorisation. Ils auraient dû au moins avoir une entreprise légale, ce qui n'était pas le cas. Tout ce qui s'est passé pour rendre cela possible, pour rendre ce terrible accident possible. Mais au tribunal, ce qui va être analysé, en fait, c'est uniquement les faits de ce jour-là qui ont conduit à cet accident. Donc, vous avez les autorités fédérales, les autorités de l'État et la police qui vont répondre à cela. Et administrativement, ils vont répondre à cela dans leurs propres entreprises. Mais en ce qui concerne la mort elle-même, cela ne retombera que sur les personnes qui étaient présentes à ce moment-là, celles qui la portaient, qui auraient dû la sécuriser. Et pour ces personnes, il sera très difficile de prouver qu'elles avaient l'intention de la tuer. Laissez-moi vérifier si j'ai compris. Corrigez-moi si je me trompe. Ils ont été inculpés de meurtre afin de les maintenir en détention. Mais si cela va jusqu'au procès, il est possible qu'ils ne soient qu'elles ne soient pas reconnus coupables de meurtre parce qu'il n'y a pas cette intention de tuer. Ils pourraient être reconnus coupables d'une infraction moindre et éviter la prison. Oui, D'accord? exactement. Quand aurait lieu un procès, et est-ce devant un jury ou devant un juge? Si cela avait été traité dès le début comme un homicide involontaire, il n'y aurait pas de jury, il n'y aurait qu'un juge. Mais comme cela est traité sous l'accusation d'homicide volontaire, ils vont être jugés par un jury. Et c'est à l'unanimité? Il faut que le jury soit unanime. Et combien de jurés y a-t-il? Ce n'est pas obligé d'être unanime. Je pensais que l'un des aspects clés de cette affaire était les allégations d'évasion, que 2 d'entre eux auraient soi-disant fui dans les bois. Qu'en pensez-vous? Est-ce que, vous savez, ils paniquaient, ils ne savaient pas ce qui se passait, ou bien un procureur peut-il dire que c'est une preuve de leur culpabilité? C'est la preuve qu'ils savaient que ce qu'ils avaient fait était un crime. Comment voyez-vous cela? D'après ce que je vois, je comprends bien sûr qu'ils savaient que ce qui s'était passé était un crime, mais je ne pense pas que le fait qu'ils se soient enfuis signifie qu'ils étaient coupables de quelque chose ou qu'ils l'avaient planifié parce que, oui, ils ne l'ont pas fait et ne se sont pas enfuis comme si c'était prévu. Ils se sont juste enfuis. Ils étaient sous le choc. Et encore une fois, j'ai mentionné que c'est ce qu'un des avocats de la défense avait dit. Permettez-moi de vous demander, comment est-ce possible que cela soit arrivé? Je veux dire, vous regardez la vidéo et il semble la porter. Il semble très clair qu'elle n'est pas attachée. Il semble très clair qu'il n'y a pas de corde. On voit même la corde par terre, tout emmêlée. Comment ont-ils pu oublier de l'attacher? Comment cela peut-il arriver? Il est difficile de croire que cela soit arrivé ainsi. En même temps, j'ai paniqué en voyant la vidéo parce que je me disais, on voit bien que ce n'est pas sécurisé. Arrêtez.
Les gens crient, les gens hurlent, elle n'a pas de corde, arrêtez, et ils n'ont pas entendu. Sans doute parce qu'ils entendent souvent des gens crier en faisant cela et ne doivent pas se laisser distraire pour éviter de blesser quelqu'un. Mais il est difficile de croire qu'une telle chose puisse arriver. Ouais. Donc, la municipalité et la ville pourraient engager une action en justice contre le gouvernement fédéral, n'est-ce pas? Ils disent qu'il y a eu négligence. Ils auraient dû sécuriser correctement ce pont. Personne n'aurait dû y avoir accès. Comment voyez-vous la suite? Est-ce que cela va devenir un procès? Est-ce que c'est un dossier solide? Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que c'est un dossier solide parce que le pont relève en fait de la responsabilité du gouvernement fédéral. Donc, ils auraient dû sécuriser le pont, mais ils n'étaient pas les seuls responsables. Toute autorité liée à la sécurité de la ville aurait pu le faire, pas seulement le gouvernement fédéral. Ils auraient tous dû le faire. Mais lorsqu'il s'agit de discuter de la responsabilité, je pense qu'il est très clair que cela relève du gouvernement fédéral dans ce cas. Que se passerait-il s'ils les attaquaient en justice? J'imagine que cela irait jusqu'au procès. Quel est le résultat? Qu'est-ce que le gouvernement fédéral, s'il perd, doit faire? Doit-il payer des amendes? Le gouvernement fédéral paie-t-il des amendes à la ville? Est-ce bien ce qui se passe? Oui, probablement une amende. D'accord. Probablement une... Amende ou une pénalité de retard. Doivent-ils, vous savez, apporter des modifications? Doivent-ils sécuriser le pont? Doivent-ils le démolir? Doivent-ils s'assurer que personne n'y ait accès? Oui, cela aurait déjà dû être fait. D'accord. Encore une question avant de vous laisser. Apparemment, Maria Duarta avait une caméra, peut-être une GoPro selon certains rapports, mais les autorités ne la trouvent pas. Je ne sais pas si vous avez vu des nouveautés à ce sujet. S'ils trouvent les images, s'ils trouvent la caméra et récupèrent des images, pourquoi est-ce si important? En quoi cela affecte-t-il l'affaire? Cela dépend de ce qu'on va trouver sur ces images. Si elle a essayé d'arrêter ça, parce que dans l'enregistrement, on ne l'entend pas dire stop. Mais si cette caméra montre qu'elle a demandé d'arrêter, qu'elle a dit quoi que ce soit pour essayer d'arrêter ce qui se passait, cela prouverait qu'il savait qu'elle n'était pas attachée. Mais je pense que c'est très peu probable. Ouais, écoute, je me dis que si on pouvait entendre clairement des gens dire «elle n'a pas de corde», «elle n'est pas attachée», «elle n'a pas de corde», «elle n'est pas attachée», ils l'auraient d'un soi-disant jeté par-dessus ce rebord. C'est important pour l'intention, mais nous n'en sommes qu'au début de cette affaire. Nous verrons où cela mène. C'est une situation tragique, vraiment tragique. Cette vidéo est tellement horrible. C'est terrible de penser à ce qu'elle a enduré. C'est terrible de penser à ce qu'elle, sa famille et ses amis doivent vivre en ce moment. Outre ce que vous avez mentionné, les commentaires sur Maria Eduarda sont vraiment horribles. Merci beaucoup d'être venu, Adrieli Barca. Je vous en suis très reconnaissant. Merci Jessie, merci de m'avoir invité. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme de podcast habituelle. Retrouvez-nous aussi sur Peacock de NBC. Suivez-moi sur X, Instagram et mon émission Jessie Weber Live sur News Nation du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À bientôt à tous.